Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente des autres. Je vais faire mes top 3 livres préférés en philosophie et en littérature, vu que c'est bel et bien la fin de l'année 2017. Donc je vais diviser la vidéo ainsi. Je vais d'abord m'attaquer aux livres de philosophie. Je vais faire mes 3 préférés, mes 3 livres préférés que j'ai lus en 2017. Et ensuite, je vais faire une partie aussi sur les top 3 livres de philo que je recommande au public large, donc au public de tous les jours, des livres qui ne nécessitent au fond pas de notions très compliquées en philosophie, qui sont accessibles à tous et à toutes. La même chose, je vais faire en littérature les top 3 que j'ai aimés cette année, et ensuite les top 3 qui sont courts, qui sont assez faciles à lire encore, qui sont divertissants et que je pense que la plupart des gens vont aimer. Donc, en commençant avec philosophie, à la 3e place, je vais mettre un livre qui s'intitule Introduction à la lecture de Hegel d'Alexandre Kojève. Donc, la raison pour laquelle je mets ce livre-ci à la 3e place, c'est bien sûr, c'est fait par le fameux Alexandre Kojève, donc c'est un des commentateurs les plus illustres de Hegel. Ce recueil-ci est les notes de cours, en fait, qu'Alexandre Kojève a faites, compilées par Raymond Queneau. Donc ce livre-ci permet une compréhension assez profonde d'Hegel, de la philosophie générale de Hegel. Générale, je veux dire, c'est quand même autour de 560 pages, donc ce n'est pas si général que ça. Au fond, ça permet une compréhension assez profonde de Hegel, sans l'avoir vraiment lu, donc sans avoir à lire au complet la phénoménologie, la logique, etc., la science de Hegel. Tout est un petit peu contenu dans ce livre-ci. Alexandre Kojève, en fait, commente même chapitre par chapitre la phénoménologie de l'esprit. Donc, si vous n'avez pas de cours de Hegel, je vous propose fortement de vous procurer ce livre qui est quand même assez rare, mais qui permet vraiment de comprendre Hegel. La seule petite coquille peut-être de ce recueil, c'est qu'Alexandre Kojève a une approche assez marxiste de la philosophie d'Hegel, donc il faut juste faire attention à cela. À la 2e place, mon 2e livre préféré, c'est Critique de la raison pure de Kant. Donc, si vous êtes en philosophie, ce livre-ci est incontournable. C'est vraiment le livre qui marque le tournant dans la modernité. Donc, oui, Descartes et tout, mais vraiment, c'est Kant qui pose la pierre de touche pour toute la philosophie à venir et qui influence même encore la philosophie de nos jours. Donc, toute la plupart de la philosophie de nos jours et même des sciences de la nature sont en fait pris, ils ont fondement chez Kant, donc dans la critique de la raison pure. Avec Kant, on peut dire que c'est la fin de la philosophie antique, la fin de la métaphysique telle que Descartes l'a connue, et c'est le commencement de la philosophie moderne. Donc, Kant prend vraiment la philosophie et l'amène dans la modernité scientifique. Qui s'intéresserait à la critique de la raison pure? Bien, je dirais essentiellement n'importe qui vraiment se questionne sérieusement sur la philosophie. Il n'y a pas de point d'échappée à ce livre-là parce que c'est le fondement de l'épistémologie moderne, c'est le fondement de la phénoménologie moderne. Il prépare le terrain pour la critique des raisons pratiques, donc de la morale, de la morale et de l'éthique moderne. Vraiment, Kant, il ne faut pas manquer ça. Par contre, il y a encore une nuance, bien sûr, c'est que ce livre-ci, la raison pour laquelle je ne le mets pas dans les livres recommandés à tous et à toutes, c'est que le jargon de Kant est hyper compliqué, c'est quand même difficile à comprendre. Si vous n'avez pas de cours de philosophie directement liés à ce livre-ci, je vous souhaite bonne chance à le comprendre parce que il y a des commentateurs qui passent leur vie à déchiffrer ce texte-ci, donc c'est impossible à comprendre tout seul en étant débutant à la philosophie, quoi.
À la première place, bon, je pense que la plupart des gens seront peut-être en désaccord, mais c'est parce que je suis vraiment un hardcore, quoi. Je suis numéro un fan de phénoménologie, donc moi, je compte faire justement ma thèse de doctorat en phénoménologie. Donc, la raison pour laquelle c'est placé en numéro un, c'est euh, la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty. Donc, incontestablement, c'est probablement le meilleur phénoménologue français du XXe siècle. Euh, il a une approche vraiment scientifique. Il mélange assez bien la phénoménologie moderne avec la neuroscience. Donc, il part de cas exceptionnels de maladies en neurosciences dans son temps, sont inexplicables véritablement par la neuroscience elle-même, par les approches psychologiques. Il propose des solutions phénoménologiques, donc philosophiques, à ces cas exceptionnels que ne peuvent pas rendre compte la psychologie. Et c'est juste, si vous êtes en phénoménologie ou si vous vous intéressez à comment fonctionne la conscience, donc oui, en partant des Kant, donc les catégories, etc., mais vraiment la phénoménologie, c'est plutôt quelles sont les conditions, les structures de la conscience, etc. C'est le meilleur livre. Peut-être la mention que je pourrais mettre dans ces top 3 là pour moi serait L'être réunion de Sartre. Bon, je sais que Sartre n'est pas très fameux chez tous et toutes. La plupart des gens considèrent qu'il n'a fait qu'un copie-coller de l'être étant et de Heidegger. Donc, selon moi, je l'aime quand même vraiment beaucoup, Sartre. Je ne considère pas qu'il a fait exactement un copie-coller. Évidemment, il s'est inspiré énormément de Heidegger. Donc, c'est Sartre qui a amené la pensée de Heidegger en France. Certes, on retrouve la plupart des idées de Sartre chez Heidegger, mais quand même, j'aime beaucoup son approche existentialiste. Donc, si vous vous questionnez sur la liberté humaine, sur qu'est-ce que la responsabilité humaine, vraiment, si vous vous questionnez simplement sur quel est le but de mon existence, etc., c'est vraiment Sartre à lire. Et j'ai un petit penchant pour lui parce que c'est lui qui m'a un peu initié à la philosophie. J'ai relu ce livre-là 3 fois parce que la première fois que je l'ai lu, je connaissais presque rien des philosophies et c'est vraiment ce livre-là qui m'a propulsé, qui m'a donné envie d'aller en philosophie. Encore une fois, petite nuance, c'est très difficile, mais si vous avez quand même quelques notions de phénoménologie, quelques notions de base en philosophie, ce n'est pas le livre le plus difficile, mais si vous venez de commencer la philosophie, si vous êtes encore au stade de Platon, etc., vous n'allez rien comprendre de ça. Mais je vous le propose quand même. Et vous allez voir que dans les top 3 que je recommande à tous et à toutes, Sartre va revenir. Donc pour les top 3 de philosophie que je recommande pour monsieur, madame de tous les jours, je dirais que la troisième place est réservée à Descartes, méditation métaphysique. Donc la raison pour laquelle je le mets aussi bas peut-être, c'est que oui, c'est très intéressant. C'est lui qui a rénové toute la métaphysique médiévale. Donc, c'est la philosophie de la Renaissance. Mais, encore une fois, ça semble assez loin de nous, surtout lorsqu'il commence à prouver l'existence de Dieu, etc. La philosophie est rendue vraiment plus loin que ça, donc. Mais je le recommande donc quand même pour les débutants, parce que c'est vraiment, encore une fois, une des bases de la philosophie moderne, surtout le je pense donc je suis. Oui, voilà. Et c'est très facile à lire, donc oui, certainement, un cours de philosophie sur Descartes aidera beaucoup parce qu'il y a quand même beaucoup de notions scolastiques qui sont reprises, donc des notions de la philosophie médiévale que le public ne connaît probablement pas.
Mais quand même à côté de toutes ces notions, de ces notions-là, Descartes est encore très facile à comprendre. À la deuxième place, je mettrais le mythe de Sisyphe. Donc, est-ce que c'est vraiment un traité philosophique? Il y a des gens qui désapprouvent, mais c'est quand même côté philosophique, quoique c'est aussi vraiment littéraire. Bon, ça fait partie du cycle de l'absurde de Camus, donc c'est la philosophie que représente son roman L'étranger. Si jamais vous aimez L'étranger et que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe dans la psychologie de Meursault, etc., qu'est-ce qui se passe dans ce monde si étrange, bien, lisez le mythe de Sisyphe. Le mythe de Sisyphe représente la philosophie que Camus a voulu mettre de l'avant dans L'étranger. Encore une fois, ce livre-ci, je le recommande pour n'importe qui se pose sur le but de notre existence. Donc, si vous voulez, je peux aussi lire le quart de page. Donc, il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, selon Camus, c'est le suicide. Voilà. Donc, une des questions centrales de ce livre-ci, c'est pourquoi ne me suicide-je pas? Quelle est la raison pour laquelle devrais-je vivre? Est-ce qu'il réussit véritablement à répondre à cette question-là? C'est tout un autre sujet à débattre, mais ça reste néanmoins un des livres les plus accessibles à tous et à toutes et qui reste très intéressant et très chargé philosophiquement. Donc, à la première place, vous pouvez déjà l'imaginer, c'est Sartre. L'existentialisme est un humanisme. C'est une conférence qu'il a lui-même donnée en 1945 dans le but de vulgariser sa philosophie. Donc, si vous voulez un comprimé dense et rapide de la philosophie sartrienne, lisez ce petit livre. Évidemment, gros avertissement, c'est évidemment une vulgarisation. Donc, ce n'est pas toute sa philosophie, ce n'est pas un comprimé de l'être et le néant. Donc, ce n'est pas 560 pages comprimées en 40 pages. Là. Non. C'est sûr que si vous voulez les grandes lignes sartriennes, vous pourrez vous fier à cela, mais ne vous fiez pas seulement à cela parce que ce n'est pas tant un traité ontologique comme l'être et le néant, mais c'est plutôt un traité de type psychologique, quoi. Donc, moins côté philosophique que psychologique. Néanmoins, toute la pensée, les gros points importants en philosophie sartrienne de l'être et le néant, donc du Sartre assez jeune, se retrouvent ici. Bon, maintenant, passons au côté de la littérature. Même chose, mes top 3 préférés, puis ensuite ceux que je recommande au public. À la troisième place, c'est le Père Goriot. Donc, le Père Goriot de Balzac, c'est un classique des classiques du 19e siècle. Si vous voulez un goût donc, du 19e siècle, lisez le Père Goriot. C'est vraiment la philosophie du jeune complètement énergétique à la manière de Napoléon qui vient conquérir la société qui est hostile face à lui. C'est aussi une physiologie, donc une psychologie des personnages qui représentent la société parisienne du temps de Balzac. Donc, les deux filles du Père Goriot qui prend avantage de lui, qui le maltraite, etc. Le pauvre Père Goriot qui meurt dans la misère totale. Voilà. Lisez le Père Goriot. Vous allez soit aimer Rastignac, soit ne pas l'aimer. Mais encore une fois, la philosophie, la pensée des jeunes Parisiens sont représentées supposément par Rastignac, qui s'oppose à Vautrin, qui est vraiment le gars trou de cul, quoi. Donc c'est celui qui écrase tout le monde pour parvenir dans la société. Et Rastignac va devoir combattre mentalement, va devoir combattre cette envie aussi de devenir comme Vautrin. À la deuxième place, je mets L'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez. Donc, c'est une traduction d'un roman
espagnol, espagnol de Colombie. Donc, moi, j'ai adoré ce livre-là. C'est un peu un mix d'imagination, donc de monde fantaisique, en même temps que il y a un côté très réaliste dedans. Donc, c'est vraiment le meilleur roman d'amour, mais aussi, c'est pas un amour quiche. C'est peut-être pas le bon mot, mais c'est pas comme un roman d'amour à la Disney ou à la princesse, au prince charmant, etc. C'est vraiment une histoire d'amour version sombre. Donc, il y a un côté noir dedans. Le personnage principal, avant de retrouver l'amour de sa vie, qui le renie pendant 60 ans, il la retrouve finalement pour la marier vers la toute fin du livre, lorsqu'ils sont tous les deux extrêmement vieux. Pendant ce temps-là, il y a une multitude de péripéties entre les deux qui font que les deux ont une vie séparée, ils s'oublient presque. Bref, très belle histoire. Encore une fois, la raison pour laquelle j'ai dit pratiquement la fin de tous mes livres, c'est que pour moi, ce n'est pas la fin qui compte, c'est vraiment l'aventure, le style, les thèmes qui sont abordés, la manière comment on en parle. C'est vraiment la forme du livre et l'impression générale qu'il laisse en notre esprit lorsqu'on le lit. Donc, vraiment magnifique, magnifique. À la première place, ça va peut-être encore étonner certains, je mets Céline, donc Voyage au bout de la nuit. Si vous voulez lire un roman du 20e siècle qui représente vraiment la pensée ou le style du début du 20e siècle français, lisez Voyage au bout de la nuit qui a complètement révolutionné la scène de la littérature française. C'est un jargon familier, très facile à lire, aussi hyper drôle, hyper comique, en même temps d'être hyper sombre, donc c'est nu. Il y a beaucoup d'humour noir dedans, beaucoup d'hypocrisie, d'ironie aussi, donc c'est un roman magnifique. Je ne veux même pas trop rentrer dedans parce que oui, pour la première fois, ça ne me tente pas vraiment de vous révéler trop ce qu'il y a dedans, tellement que c'est un beau, beau livre. Peut-être juste un commentaire, c'est oui, ce qu'on appelle au Québec une autofiction. Donc, il prend des éléments de sa vie réelle, qu'il met en scène, qu'il remanie et qu'il embellit en quelque sorte, mais essentiellement, il romanise sa vie. C'est vraiment magnifique. Par contre, petite attention pour les femmes surtout, donc il y a beaucoup de commentaires de la part de Céline, beaucoup de commentaires misogynes, beaucoup de passages qui semblent à première vue misogynes, mais à mon avis, c'est quand même quelque chose qu'on doit dépasser. C'est la psychologie donc du personnage, du narrateur central. Ce n'est pas pour autant, c'est pas parce qu'il tient des propos misogynes qu'on ne doit pas le lire. Au contraire, ça nous permet justement de rentrer profondément dans la psychologie du personnage. Et voilà, on tombe dans la dernière section, les 3 livres de littérature française ou des autres langues traduites en français que je propose au grand public. Pour cette partie-ci, je vais mélanger un peu les choses. Je vais proposer un roman, une pièce de théâtre et un recueil de poèmes pour le grand public. Donc, mon roman, c'est indéniablement Démian. Démian de S. Je ne l'ai pas lu en 2017, mais c'est vraiment le livre qui m'a donné envie d'être en littérature et en philosophie aussi. Donc ça avec Sartre. C'est le meilleur livre de littérature que j'ai lu de ma vie probablement. Donc c'est un roman assez philosophique, psychologique aussi. Donc essentiellement, Hermanès a mis en scène la pensée de Jung
Donc, la psychanalyse de Jung est mise en scène ici dans un roman, dans un personnage qui s'appelle Sinclair. Et tout au long du roman, il va falloir qu'on fasse attention en tant que lecteur à déchiffrer, à déchiffrer toute la psychologie complexe de ces personnages. Et oui, c'est ça, la seule petite nuance peut-être que j'amènerais à cette lecture, c'est oui, elle est très facile à lire, oui, elle est extrêmement intéressante, mais si vous voulez apprécier à, à son maximum de potentiel, donc si vous voulez maximiser le potentiel de ce livre-ci, qui est d'ailleurs très court, 150 pages, caractère gros, il faut que vous connaissiez au moins un tout petit peu la psychanalyse de Jung. Donc, cherchez un peu pour l'anima, pour l'ombre, etc. Donc, cherchez un petit peu pour la psychanalyse de Jung avant de vous attaquer à ce petit livre. Sinon, oui, vous allez l'apprécier, mais vous n'allez pas comprendre tous les petits détails et tous les éléments extrêmement touchants de ce livre. Donc oui, très recommandé. Pour la pièce de théâtre, je propose La cantatrice chauve, avec aussi la leçon, comme vous voulez, de Ionesco. Donc, c'est une pièce de théâtre extrêmement drôle à lire, extrêmement parlant aussi de la manière comment on communique dans la société moderne. Donc, tout le monde parle, tout le monde ne dit rien en disant quelque chose, personne s'écoute, etc. C'est juste, c'est hyper hilarant à lire ce tout petit pièce, cette toute petite pièce de théâtre. Donc, si vous la lisez, ça va prendre peut-être même pas une heure. Et c'est aussi, Ionesco a encore une fois complètement révolutionné la scène théâtrale française en inventant littéralement ce qu'on appelle aujourd'hui le théâtre de l'absurde. Et finalement, le recueil de poèmes que je propose, c'est le Spleen de Paris ou les petits poèmes en prose de Baudelaire. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de lire Les Petits Fleurs du Mal de Baudelaire, que je recommande fortement aussi, et que vous voulez quelque chose de plus facile à lire, de plus accessible, parce que oui, Les Petits Fleurs du Mal, c'est bien, mais si vous n'êtes pas vraiment en littérature, si ça ne vous tentez pas de vraiment comprendre toute la signification derrière les mots, etc., je vous propose le Spleen de Paris. Donc, le Spleen de Paris reprend la plupart des thèmes abordés par Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Et ici, il met comme des espèces de poèmes, mais en petite histoire. Donc, chaque poème est en fait une petite histoire, une anecdote, des fois, de Baudelaire, qui consiste en 2-3 pages. Il faut quand même faire attention, ce n'est pas juste une histoire écrite ainsi. Toutes les phrases ont leur aspect poétique. Donc, c'est vraiment des poèmes en prose. Donc, c'est d'abord des poèmes qui sont ensuite mis en prose. Oui, c'est ça. C'est très beau. Si vous connaissez un petit peu Baudelaire, c'est très, comment dire, c'est très laid tout en étant beau, et c'est très beau tout en étant laid. Il y a tout un aspect d'ambivalence, d'héroïsation de la laideur chez Baudelaire qui est magnifique. Donc, si vous avez un recueil de poèmes à lire cette année, c'est le Spleen de Paris de Baudelaire. Bon, voilà, c'est tout. Les top 3 en philosophie de ma part, et ensuite celui que je conseille au grand public. Même chose pour littérature. J'espère que vous avez donc aimé cette vidéo-ci. Elle est un peu différente des autres. Elle n'est pas très instructive, mais c'est vraiment ce que je conseille comme lecture. Je me rends compte que c'est quand même beaucoup, donc surtout les livres de philosophie qui sont mes préférés. La plupart ne sont pas vraiment accessibles à tous et à toutes sans de cours de philosophie spécifiques. C'est pour ça que j'ai aussi fait ceux qui sont accessibles au grand public. J'espère que vous allez lire quelques-unes de ces livres.
Vous allez me commenter aussi vos top 3, si jamais vous en avez. Aussi, vous pouvez aussi commenter sur ma liste si vous pensez que j'aurais dû remanier quelques-unes, si vous êtes d'accord ou pas avec ma liste. Voilà, c'est tout. Merci.